le journal. Moussa Papa Aïdara. À la une de l'actualité, le ministre de la Défense et des anciens combattants à l'écoute des pupilles de la nation, une rencontre au cœur de l'appareil de défense nationale pour renouveler le soutien de l'État aux enfants et les rappeler qu'ils portent la mémoire du Mali. 5 ans de transition, cap sur la sécurité des citoyens, un chantier en pleine transformation pour répondre aux défis sécuritaires du Mali. Au rang des acquis, on note les patrouilles sur tout le territoire pour protéger les populations et leurs biens. Actualité de nos frontières à Genève hier, devant le bureau des droits humains de l'ONU, le ministre de la Justice du Congo et l'ambassadrice du Rwanda auprès des Nations Unies se sont opposés sur le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. En sport, Afro-Basket U16 filles et garçons Kigali 2025, le Mali s'est qualifié hier pour les quarts de finale. Chez les garçons, ils rejoignent les filles qualifiées la veille. Et puis, CAN Junior de handball féminin, la compétition se poursuit à Oran, en Algérie. Le Mali affronte la Guinée ce jeudi à partir de 16h. Les soirées Dior ne sont plus autorisées au Mali. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a ordonné aux procureurs généraux ainsi qu'aux procureurs de la République de prendre toutes les dispositions nécessaires pour réprimer avec la plus grande sévérité les auteurs, co-auteurs et complices des soirées Dior. Les précisions dans la chronique judiciaire en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Vous le savez, ce jeudi et demain vendredi sont chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national à l'occasion de la journée de célébration du baptême du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Les fidèles musulmans se sont rassemblés hier soir dans les lieux de culte pour des moments de prière et de prêche. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais à l'instant, ils incarnent la mémoire vive de la nation, les pupilles de la nation, les enfants de militaires tombés au champ d'honneur ont été reçus par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général du corps d'armée Sadio Camara. Ces jeunes symboles de sacrifice et de résilience ont été honorés au cours d'une cérémonie empreinte d'émotion et de reconnaissance. Moussa Camara, compte rendu. Ces jeunes, souvent encore adolescents, ont vécu la tragédie de perdre un parent soldat tombé pour la défense du Mali. Aujourd'hui, en tant que pupille de la nation, ils portent à la fois un héritage et un espoir. Connaît Sissi Odile Dako, directrice de l'Office national des pupilles du Mali. Nous pensons que la citoyenneté ne s'enseigne pas seulement par les mots, mais surtout par les rencontres, les institutions et les exemples vivants. Voilà pourquoi nous avons voulu que nos pupilles viennent au cœur même de l'appareil de défense nationale. Pour le ministre de la Défense, cet accueil n'est pas seulement une formalité, mais un devoir, celui d'honorer les sacrifices de ses frères d'armes tombés sur le champ d'honneur. Le général des corps d'armée Sadio Camara, visiblement ému à l'engagement de l'État à travers l'ONAPUMA de garantir l'avenir de ses pupilles. Vous êtes les enfants de ceux-là qui ont donné leur vie pour nous, pour la paix et pour l'honneur du Mali. L'espérance de notre nation et les héritiers d'un patrimoine qui nous est cher, celui de notre souveraineté, de notre unité et de notre unité. En ces moments de turbulence, c'est l'amour de la patrie qui a permis à notre peuple de résister, de se relever et de continuer à avancer. Aimer son pays, ce n'est pas un simple sentiment, c'est un engagement. Servir le Mali, ce n'est pas rechercher un intérêt personnel, c'est donner le meilleur de soi, sans calcul, parce que l'avenir de la nation est plus grand que nos intérêts individuels. La rencontre s'est achevée par un geste symbolique, celui du plus jeune des pupilles remettant un cadeau au ministre de la Défense. Bien que la douleur de la perte des mères, cet instant a rappelé à tous que dans le cœur de ces pupilles, une flamme d'espoir continue de briller et que l'avenir se construit dans la solidarité et l'unité.
Évoquons à présent les acquis du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Durant ces 5 années de transition, le département a connu une profonde mutation avec comme principale mission sécuriser les personnes et leurs biens. C'est dans ce cadre que des patrouilles sont organisées jour et nuit sur l'ensemble du territoire national. Des campagnes de recrutement ont été opérées pour renforcer les effectifs. Plus de 6500 jeunes ont été incorporés, dont 4850 au compte de la police nationale et 1702 pour la protection civile. Commentaire signé Bemba Sipi. La sécurité des personnes et de leurs biens, une réalité tangible. En 5 ans, l'une des grandes réformes des autorités de la transition est bien évidemment la sécurité. La montée en puissance des forces de sécurité a permis d'intensifier les opérations de sécurisation, notamment la multiplication des patrouilles diurnes et nocturnes dans les centres urbains et sur les grands axes routiers. La conduite d'opérations antiterroristes, de missions d'escorte et de sécurisation des foires ou encore la sécurisation des zones d'orpaillage ont également été renforcées. Parallèlement, la protection civile a renforcé ses opérations de secours et d'assistance aux victimes. Cette dynamique a permis le retour de l'administration et des services sociaux de base. On enregistre aussi les retours des déplacés et des réfugiés dans plusieurs localités du pays ainsi que la reprise des activités économiques. Dans la même dynamique, l'aménagement de la carte sécuritaire en réponse aux menaces a contribué à l'occupation effective des positions jadis aux mains des groupes armés terroristes. Le maillage territorial est renforcé avec la création de nouvelles unités comme les compagnies d'intervention rapide de la police nationale, la force antiterroriste, le groupement antiterroriste, ce qui a permis de renforcer les dispositifs de lutte antiterroriste et de défense opérationnelle du territoire. Ces nouvelles créations ont permis de renforcer les unités déjà existantes que sont les commissariats de police, les brigades territoriales de gendarmerie, les centres de secours, les postes de secours, les pelotons de la garde nationale et les pôles sécurisés de développement et de gouvernance, l'unité mobile de surveillance et d'intervention et le groupement mobile de sécurité. En matière de lutte contre la drogue, l'Office central des stupéfiants a réalisé d'importantes saisies de drogue et de produits stupéfiants. Pour atteindre ces résultats, des moyens conséquents ont été mis à la disposition des forces de sécurité. Le département de la sécurité et de la protection civile a acquis divers équipements tendant à renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité. Parmi ces équipements, des armements, des munitions, des moyens de secours, des matériels médicaux, des matériels de maintien d'ordre, des équipements de bureaux, des matériels de transmission et de télécommunications, ainsi que des effets d'habillement. Ces efforts procèdent de la volonté de créer les conditions des meilleurs maillages territoriaux de façon à rapprocher les services de sécurité des populations. Pour conférer davantage de commodités aux forces opérationnelles, le département les a dotés de moyens roulants composés de motos, de véhicules d'intervention et de commandement, de bus et de camions de transport de troupes, d'engins spéciaux et de moyens de secours et de lutte contre les incendies. Les hommes chargés de l'utilisation de ces moyens pour sécuriser la population ont vu également leur capacité renforcée à travers diverses formations et recrutements. Des campagnes de recrutement ont été opérées pour renforcer les effectifs. À cet effet, 6552 jeunes ont été incorporés, dont 4850 au compte de la police nationale et 1702 pour la protection civile. Cette dynamique se poursuit avec le recrutement en cours de 3000 éléments composés de 2000 gardiens de paix et 1000 sapeurs de rang. Divers personnels de sécurité ont bénéficié de formations dans les écoles militaires nationales et étrangères. Des formations sur différentes thématiques ont aussi été organisées dans le cadre de la coopération entre pays amis comme le Burkina Faso, le Niger, le Cameroun, l'Égypte, la Russie, la Chine ou encore la Turquie. Avec la création de la Confédération des États du Sahel, la coopération sécuritaire a été renforcée avec le Burkina Faso et le Niger. Il s'est agi de mutualiser les efforts, cela à travers la tenue régulière des rencontres stratégiques, la conduite d'exercices conjoints, les échanges d'informations et de renseignements, la réalisation de patrouilles communes pour mieux assurer la sécurité des populations de la Confédération et asseoir la libre circulation des personnes, des biens et des services. Des projets d'harmonisation des documents d'identité et de voyage ont été initiés. En matière de gestion des crises et catastrophes, le Centre de coordination et de gestion des crises SECOGEC, un outil opérationnel du dispositif de protection civile, permet la mutualisation
mutualisation des efforts et des moyens de l'État. Lors des inondations, le SECOGEC a coordonné les opérations d'évacuation et de mise en sécurité des personnes sinistrées, la distribution de vivres et non-vivres, la réalisation des travaux de curage, d'enlèvement et d'évacuation des déblais des collecteurs et de la diffusion des messages de sensibilisation. Les actions de protection civile et de sécurisation des personnes et de leurs biens engagées par les autorités de la transition émanent d'une vision politique encadrée par des dispositions législatives et réglementaires, mais surtout une réforme en profondeur du système de sécurité. Depuis l'avènement de la transition, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, pour atteindre ses objectifs, a entrepris d'importantes réformes institutionnelles et sécuritaires adaptées à la dynamique du moment, en adéquation avec les plans d'action du gouvernement et les cadres stratégiques de la refondation de l'État. Il s'agit notamment de la militarisation de la police nationale et de la protection civile, la mise en place du cadre institutionnel de la réforme du secteur de la sécurité, la création de l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali, le rattachement du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, l'opérationnalisation de la digitalisation du paiement de contravention, la prise de l'arrêté interministériel interdisant l'importation, la distribution, la vente et l'usage de la chicha sur tout le territoire malien, la production et la mise à disposition d'une carte nationale d'identité biométrique sécurisée. Ce projet a permis la production de 8 millions de cartes. AES Actualité. La notoriété du Faso d'Afani, on en parle. Faso d'Afani, c'est ce tissu traditionnel burkinabé qui traverse les âges et les frontières. Il s'impose de nos jours lors des défilés de mode et des grandes cérémonies. Le pagne ici occupe une place de choix dans le style vestimentaire de bon nombre de burkinabés. Le savoir-faire des couturiers et stylistes en ajoute de la valeur. C'est toute une chaîne de production qu'on découvre dans ce dossier de Alpha Yaya Traoré de la radio du Burkina. Si dans les années 80, certains Burkinabés portaient les Faso d'Anfani sous la révolution démocratique et populaire RDP du capitaine Thomas Sankara, par crainte ou contrainte, de nos jours, les mentalités ont évolué sous la révolution progressiste et populaire RPP du capitaine Ibrahim Traoré. Je réponds au nom d'Assim Bari. Je porte le Faso d'Afani parce que ça fait partie de nos valeurs, nos cultures et c'est notre identité. Je le porte généralement les rendez-vous officiels, les cérémonies de mariage et également pour les cérémonies religieuses. À côté de ceux qui estiment que le Faso d'Anfani sied pour des moments solennels, pour d'autres, ça se porte à tout moment et ça marque l'identité du Burkinabé. Mohamed Drabo, directeur de IAM Bobo, est de ce lot. Le Faso d'Anfani fait partie de la culture du Burkina Faso. C'est une valorisation de notre patrimoine. En matière vestimentaire, le Faso d'Anfani a toujours eu une connotation symbolique. Nous n'avons pas besoin d'occasion pour porter le Faso d'Anfani parce que le Faso d'Anfani est tissé au Burkina par nos artisans. Nous devons valoriser ça tous les jours. En plus de porter le Faso d'Anfani, la plupart des bobolais rencontrés veulent que sa promotion se fasse à tous les niveaux. Je réponds au nom d'Assim Bari. Il est très important de promouvoir le Faso d'Afani parce que c'est ça aussi qui nous détermine sur les 4 côtés du monde entier. Je me nomme Vedraogo Francine. Quand on parle du Burkina Faso, on se réfère aussi au Faso d'Afani. Donc c'est très important de promouvoir notre culture, notre identité à travers le monde. Celles qui évoluent dans la production du Faso d'Anfani, au-delà de leur procurer des revenus, ont une fierté et une passion pour ce pain. Tenlaba Woba tisseuse. Faso d'Anfani, là, moi, je me suis lancée dedans parce que c'est une passion pour moi. J'ai aimé, ça m'a plu, ça valorise le Burkina. Aujourd'hui, quand tu portes d'Anfani, là, même toi-même, tu es fier de toi. C'est la même passion qui guide Franceline Kourogo Ouedraogo. Quand tu portes Faso d'Anfani, tu te sens à l'aise. En fait, c'est consommé burkinabé. Les productrices et les consommateurs, les transformateurs en tenue et commerçants sont tout aussi fiers du Faso d'Anfani.
Ernest Zongo, commerçant de Faso d'Anfani. Je coule les Faso d'Anfani. Il y a les modèles qu'on choisit pour faire les mélanges. Il y a des mélanges aussi qu'on fait avec le cocodonda. Il y a les modèles uniques aussi. De nos jours, il faut consommer tout ce que nous produisons. Si la fierté et la passion du Faso d'Anfani ne font plus débat, l'accessibilité reste limitée. Eu égard au prix encore élevé pour certains Burkinabés, et les voies et les moyens devraient être explorés pour que tous puissent l'avoir dans leur garde-robe. Alpha Yaya Traoré, Bobo Dioulasso, RTB. Au Niger, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a présidé hier à Taoua la cérémonie officielle d'ouverture des travaux de la conférence des cadres de l'administration territoriale autour du thème Refondation de l'administration territoriale au Niger, moment solennel au cours duquel le Premier ministre a livré une importante allocution, suivant-le au micro de nos confrères de la radio du Niger. La rencontre des cadres de l'administration du territoire est une pratique bien connue des mœurs de notre administration. Mais l'exercice auquel vous êtes conviés au cours des 3 jours suivants est de vous interroger profondément sur le rôle de l'administration du territoire dans l'atteinte des objectifs essentiels de la refondation, objectifs que nous pouvons résumer en un seul principe, compter d'abord sur nos propres forces dans la construction de notre pays. Parmi les pistes à explorer dans vos réflexions, il me semble important de plancher sur les relations entre vous et vos administrés, en particulier les populations pour qui vous travaillez, afin d'établir entre vous et elles des relations de proximité et de confiance. Auprès des populations subsiste encore la perception d'une administration de type colonial qui effraie, impose sans considération aucune de leurs besoins. Travaillez pour mettre les populations en confiance et associer-les dans tout ce que vous allez entreprendre. En un mot, soyez serviteurs du peuple, des soldats de la refondation. À l'instant, Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre du Niger et ministre de l'économie et des finances, qui s'exprimait au micro de nos confrères de la radio du Niger. Actualité sur la scène internationale présidentielle en Côte d'Ivoire. 5 candidats sont en lice pour la présidentielle du 25 octobre. Parmi eux, 2 femmes, dont une bien connue du grand public, Simone, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo. Le divorce a été prononcé par un tribunal il y a 2 ans. En août 2022, l'ancienne première dame a créé son parti, le Mouvement des Générations Capables MGC. En déposant son dossier de candidature, elle a apposé son nom politique Simone Yves Gbagbo. Le PPACI, le parti de l'ancien président, avait saisi le Conseil constitutionnel pour demander la suppression de son nom d'épouse afin d'éviter toute confusion pour les électeurs. Mais finalement, statu quo, le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé. En République démocratique du Congo, une importante délégation gouvernementale arrive à Uvira ce jeudi pour discuter des tensions dans la ville. Cela fait 8 jours que la ville était bloquée par une action ville morte. Lundi, une manifestation a d'ailleurs fait 1 mort et une dizaine de blessés. Une partie de la société civile et les milices Ouazalendo exigeaient le départ d'un officier de l'armée congolaise déployé à Uvira, mais jugé proche des rebelles de l'AFC M23 en raison de ses origines communautaires. Par ailleurs, à Genève hier, devant le bureau des droits humains de l'ONU, le ministre de la Justice du Congo et l'ambassadrice du Rwanda auprès des Nations Unies se sont opposés sur le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette dernière répondant notamment à l'exigence de Kinshasa de reconnaissance internationale des génocides perpétrés sur les territoires congolais. Autre actualité, du 9 au 10 septembre, les 6 chefs d'État venus du Tchad, du Cameroun, de Centrafrique, du Congo-Brazzaville, du Gabon et de la Guinée équatoriale ont tenu leur session extraordinaire de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, à Bangui. En clôture du sommet, le centrafricain Faustin Archange Touadéra a passé le flambeau à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso après 2 ans passés à la tête de l'institution sous-régionale. Je vous l'annonce dans les titres. Aux États-Unis, l'influenceur Charlie Kirk, figure de proue des jeunes pro-Trump, a été tué par balle, d'abord grièvement blessé lors d'une réunion publique mercredi, hier donc. L'influenceur conservateur Charlie Kirk, voix majeure de la jeunesse pro-Trump aux États-Unis, a succombé à ses blessures. Sa mort a été confirmée par Donald Trump. Terminons par cette dernière actualité. Le Premier ministre du Qatar, Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani, a affirmé hier que son homologue israélien
Benjamin Netanyahou devrait être traduit en justice après l'attaque israélienne contre les chefs du Hamas à Doha, estimant que celle-ci avait tué tout espoir de libérer les otages à Gaza. Le Premier ministre du Qatar a affirmé que le Qatar allait réévaluer son rôle de médiateur dans les négociations sur une trêve à Gaza. Du sport à présent, Afrobasket U16 filles et garçons Kigali 2025. Le Mali s'est qualifié hier pour les quarts de finale chez les garçons. Ils rejoignent donc les filles qualifiées la veille. Et qu'en junior de handball féminin, la compétition se poursuit à Oran, en Algérie. Le Mali affronte la Guinée ce jeudi à partir de 16h. Les championnats du monde d'athlétisme 2025 vont se dérouler du 13 au 21 septembre à Tokyo, au Japon. L'événement regroupera les meilleurs athlètes du monde au stade national de Tokyo. Et puis, championnat du monde de volleyball homme 2025. La compétition démarre demain vendredi aux Philippines. L'Afrique sera représentée par 4 pays. Et tournoi AES Open de badminton. La première édition s'ouvre demain également, ici à Bamako. Les compétitions se dérouleront à Kabbalah. Voyons tout cela avec Fotiki Tunkara. Au Mali, le week-end sera marqué par la première édition du tournoi AES Open de badminton que Bamako abrite. La compétition donne son coup d'envoi demain à Kabbalah. De vendredi à dimanche, la capitale malienne accueille les badistes de l'AES qui s'affronteront aussi bien en simple homme et simple dame qu'en double homme et double dame. Des minimes aux vétérans, toutes les catégories sont concernées. Du basketball avec l'Afrobasket U16 filles et garçons Kigali 2025, le Mali s'est qualifié pour les quarts de finale chez les garçons. En match comptant pour la troisième et dernière journée du groupe C hier, le Mali a battu l'Égypte par le score de 67-62. Le Maroc a perdu contre le Libéria 69-74. Chez les filles, le Mali s'est déjà qualifié pour les quarts de finale. Au compte de la troisième et dernière journée du groupe C hier chez les filles, le Cameroun a disposé du Kenya 62-43. L'Égypte a pulvérisé le Maroc 90-20. Du handball féminin avec la CAN Junior qui se déroule à Oran en Algérie. Le Mali joue ce jeudi contre la Guinée-Conakry à partir de 16h. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la 4e journée du groupe B. Hier, le Mali a perdu contre le Kenya 24-42. L'Égypte a battu la Tunisie 26-22. La Guinée-Conakry a gagné contre l'Algérie 25-19. Manille accueille le meilleur nation du volleyball masculin. La compétition qui se déroule aux Philippines du 12 au 28 septembre et regroupe 32 pays répartis en 8 pôles. 4 pays africains, en l'occurrence la Tunisie et l'Égypte dans le groupe A, l'Algérie dans le groupe F et la Libye dans le groupe G prennent part à la compétition. La Tunisie fait son entrée en scène contre les Philippines, pays hôte, demain vendredi à 18h heure locale, mais 10h temps universel. La Libye affrontera le Canada samedi à 2h30 temps universel. L'Égypte et l'Algérie effectuent leur première sortie dimanche. Championnat du monde d'athlétisme 2025, cet événement majeur va réunir les meilleurs athlètes du monde à Tokyo du 13 au 21 septembre. Pendant 9 jours, plus de 2000 athlètes venus d'environ 200 pays rivaliseront d'ardeur dans 49 épreuves, dont 24 chez les hommes, 24 chez les femmes et un relais mix. Un an après, les héros des Jeux de Paris 2024 vont se retrouver au stade national de Tokyo. De nombreux champions olympiques en titre seront au rendez-vous de cette 20e édition des mondiaux, parmi lesquels la Kenyane Fef Kipyegon en 1500 mètres, l'Américaine Noah Leisler sur les 100 mètres, la Sainte-Lucienne Julien Alfred au 100 mètres, le Norvégien Jacob Ingebrigtsen sur les 5000 mètres, le Suédois Armand Duplantis au saut à la perche, l'Ukrainienne Yaroslava Mouichik au saut en hauteur ou encore la Japonaise Haruka Kitaguchi au lancer de javelot devant son public. Chronique judiciaire. La justice brandit la rigueur de la loi. Les soirées Dior ne sont plus autorisées au Mali. Le phénomène est jugé contraire aux mœurs nationales. Par une note ferme, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a ordonné aux procureurs généraux ainsi qu'aux procureurs de la République de prendre toutes les dispositions nécessaires pour réprimer avec la plus grande sévérité les auteurs, co-auteurs et complices des soirées Dior. Si vous ne le savez pas, les soirées Dior sont des rassemblements des dames dénoncées pour leur caractère libertin et obscène, en contradiction flagrante avec les us et coutumes du Mali. Garibou Pérou. Il y a des faits qui, bien qu'enfouis dans l'ombre des nuits, finissent par surgir au grand jour. Ces dernières semaines, une série de vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux a soulevé un vent d'indignation et d'inquiétude. On y aperçoit des femmes se livrant à huis clos à des scènes jugées obscènes, provocantes, parfois choquantes lors d'événements désormais tristement connus sous le nom de soirées Dior. Ces rassemblements, dont l'appellation emprunte au luxe, s'inscrivent dans une dynamique de débauche organisée. Le ministre de la Justice
justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, a réagi avec une fermeté sans équivoque. Dans un communiqué, il dénonce des exhibitions malsaines de pratiques libertines et obscènes qui, selon lui, heurtent de plein fouet les fondements de nos mœurs, piétinent la pudeur publique et sèment les germes d'un désordre social dont nul ne saurait prédire les conséquences. Ce n'est pas seulement l'intimité des faits qui est mise en cause, mais aussi leur médiatisation, leur mise en spectacle sur la place publique numérique. En diffusant ces séquences parfois accompagnées de commentaires graveleux, les protagonistes ainsi que leurs relais numériques s'exposent désormais à la rigueur de la loi, car l'outrage public à la pudeur, la diffusion de contenu à caractère obscène et la complicité par partage ou commentaire relèvent du champ pénal, comme le rappelle le garde des Sceaux. En conséquence, le ministre a donné instruction ferme à tous les procureurs généraux et procureurs de la République leur ordonnant d'agir avec une rigueur absolue à l'encontre des auteurs, co-auteurs et complices de ces soirées et de leur mise en scène virtuelle. Il s'agit, selon ces mots, de faire cesser sans délai ces dérives contraires à l'ordre public, aux valeurs morales et au respect dû à la dignité humaine, en particulier celle de la femme, ici instrumentalisée dans une représentation qui heurte la conscience collective. Il ne s'agit point d'une croisade morale, mais d'un rappel à l'ordre juridique et social. Dans un pays attaché à ses traditions, à sa bienséance publique et au respect de la cellule familiale, le ministre appelle chacun à la retenue, à la décence et à la mesure. Il en appelle à la responsabilité citoyenne et à la vigilance de tous, afin que ces dérives antisociales ne deviennent pas une norme silencieuse. La justice est désormais en alerte maximale. Ceux qui pensaient que la nuit et le numérique leur offraient une impunité devront désormais répondre de leurs actes devant la loi. Voilà l'essentiel de l'actualité de ce 9h, présenté par Moussa Papa Aïdara, mise en onde bien assurée par Alimata Ouattara, réalisation, coordination Ousmane Dao. Merci à tous pour votre attention. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et des autres. Et n'oubliez surtout pas, garde le sourire, quoi qu'il arrive. Belle journée à tous sur le RTM.